Donc, il y a, je disais tout à l'heure, le silence sur ce qui ne peut être dit par opposition à ce qui peut se montrer dans le Tractatus. C'est très clair, cette opposition. Ce silence-là n'est pas forcément silencieux au sens absolu du mot. On a beaucoup glosé sur le cliché de l'ineffable. Et je pense, par exemple, à Aaron Ridley dans sa Philosophy of Music consacrée à Wittgenstein, dans cette proposition finale du traité. Cet ineffable, en fait, se montre à travers des traits élucidatoires. Le sens de l'élucidatoire est ce qui retiendra notre propos aujourd'hui, 4.112, qui est une proposition tout à fait centrale. Les traits d'élucidation appellent notation, un script qui montre son sens. Zeigen, montrer. Ces traits sont tout à fait analogues à une notation musicale et cela est indiqué dans la proposition 4.0.14 et les suivantes. Donc, je défends un principe d'exprimabilité, ou plutôt même, je dirais, d'expressivité, déjà présent dans le Tractatus et auquel la pensée ultérieure de Wittgenstein fait droit. Et je montrerai donc en quoi la musique, qui est un art des sons, est la mieux placée pour l'illustrer. Alors, bien sûr, cela ne signifie pas que le langage se laisse directement comparer à la musique. Ce n'est pas la comparaison du langage avec la musique qui est pertinente. C'est la comparaison entre comprendre le langage et comprendre la musique, qui est la comparaison pertinente, qui situe, qui donne une place de choix au paradigme musical de ce type de compréhension qui n'est pas du tout lié à l'ineffabilité, qui au contraire table sur l'exprimabilité sonore de la pensée, mais qui n'est pas explicable, qui résiste à l'explicabilité de ce qu'on entend. Et donc, l'inexplicabilité est ce que l'on essaie de comprendre à travers le mot d'ineffabilité. Là, il y a une confusion grave, à mon avis, qui doit être dénoncée. Et ce à quoi je m'explique, je me consacre dans cet exposé. Donc, l'inexplicabilité de la signification que j'ose dire profonde, qui n'est pas dénuée de toute articulation, mais une articulation qui résiste à l'explicitation analytique, qui est quelque chose d'anti-analytique, au cœur même d'une réflexion consacrée, d'une réflexion sur l'élucidation, justement. Donc, il y a dans la philosophie analytique portée par Wittgenstein un argument contre l'explication analytique de ce qui est à comprendre au niveau de la signification profonde. Et la musique est destinée à nous faire entendre cette inexplicabilité profonde qui n'a rien à voir avec l'ineffabilité. Alors, dans quel sens lire le Tractatus? Dès la préface de 38, par laquelle commencent les recherches philosophiques, Wittgenstein fait allusion à ces vieilles pensées. Ces vieilles pensées, ce sont celles du Tractatus. Que faire des vieilles pensées du Tractatus? En arrière-plan, on sait quel est le rôle négatif de l'arrière-plan qu'il n'y a pas à élucider pour Wittgenstein, surtout Wittgenstein II, qui chassera le vocabulaire de l'explication analytique de son propos, fondamentalement. Quel est donc ce lien entre les nouvelles pensées
lu sous le bon éclairage, avec et contre ces vieilles pensées du Tractatus. Quel est en 1938 l'intérêt de publier les vieilles pensées, sans compter bien sûr ce que la praxis requiert, mot qui ne vient pas de nulle part, comme on connaît les échanges de Wittgenstein avec Zraffa. Reprenons. La place de la compréhension de la musique face au mythe de la projectibilité de l'idée. L'idée aussi, si on lit bien la proposition de Tractatus sur la musique, l'idée aussi se laisse projeter, comme la partition, le micro-sillon, le concert de la symphonie, et même l'onde sonore. Si on lit bien le paragraphe, la remarque, la proposition du Tractatus sur la musique, donc en 4, 0, 1, 1, 14, 1, 114, etc., j'ai fait moi-même la bêtise de croire que l'idée dominait tout ça. Et en fait, je me suis aperçue que dans la projection, même l'idée musicale était projetée, ce qui est quand même étonnant. On pourrait croire, au contraire, que c'est un modèle qui domine toutes les formes de projection équivalentes entre elles. Eh bien non, hein. L'idée, elle aussi, est quelque chose qui se laisse projeter exactement au même titre que toutes ces projections équivalentes ou isomorphes l'une de l'autre, hein, le micro-sillon, le concert de la symphonie, les ondes sonores, etc. Ça, c'est le Tractatus. Et le seul critère de projectibilité, l'idée musicale comprise, c'est la similarité interne. C'est tout, rien de plus. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de musique supérieure, il n'y a pas de ciel de la musique, il n'y a pas d'idée platonicienne de la musique, il n'y a rien qui garantisse, sauf une relation de similarité logique. C'est ça qui doit sauter. Et ça sautera. Et ça sautera dans la deuxième philosophie de Wittgenstein. Une fois la similarité évacuée de cette présentation, il n'y a évidemment plus de principe de projectibilité qui fasse comprendre la non-représentabilité de la relation entre le représentant et le représenté, qui est l'objet de cette métaphore de la musique, et se pose la question de savoir comment comprendre sans avoir à expliquer le comment de la signification. Ça veut dire comment comprendre en l'absence d'un principe, d'un critère de similarité interne. Qu'est-ce qui est élucidé comme activité? On revient, disons, à la phrase, à la question primordiale, toute simple, toute bête. Hein. Qu'est-ce que c'est élucider? Pourquoi c'est une activité? La question de l'élucidation ostensive, c'est-à-dire montrer à partir de signes pointant vers des objets, est un problème grave. Et ça, on s'en rend compte déjà dans le Tractatus. C'est déjà un problème. Et il faudra s'en débarrasser. C'est une question sans réponse. Et le Tractatus, on peut dire, est donc la stratégie pour démontrer cette absence de réponse à la question qu'est-ce qu'on montre, en quoi c'est possible de mettre en relation un nom avec un objet. Dans le Tractatus, on se heurte à des difficultés qui sont mentionnées comme vouant à l'échec la tentative d'arriver à des éléments. Que vaut dès lors la critique que s'adresse plus tard Wittgenstein d'y avoir cru? Nous rappelons le chemin d'une autocritique tardive à travers l'aporie du tête qui est mentionnée au paragraphe à la remarque 46 du tête, sur laquelle Wittgenstein s'appuie très évidemment. Hein, il cite d'ailleurs le tête plusieurs fois dans les recherches philosophiques en visant Russell. En visant Russell et lui-même. C'est-à-dire les trois sont tombés dans le panneau de l'adhésion
à une monstration d'objets par un nom propre, par des signes Urtzeichen, des signes ostensifs, pour une élucidation ostensive. Les trois se sont cassés le nez. Platon s'est heurté à une version analytique, il l'a inventée et rendue impossible. Il l'a problématisé le premier, dans le Théétète, c'est très fort d'avoir dit ça sans analyse historique. D'un coup, comme Wittgenstein sait faire, en mauvais historien de la philosophie d'ailleurs, parce qu'il a lu le Théétète à sa façon. Russell avec ses individus, et mes objets, dit Wittgenstein, dans le Tractatus. Mes propres objets sont tombés dans cette magie du geste ostensif dirigé vers l'objet, comme si les noms d'objets pouvaient s'intégrer dans une proposition qui délivre une signification dépendant de ces noms composants et eux-mêmes dépendants de la signification de la proposition elle-même. Donc avec cette interdépendance entre proposition qui a une signification et les noms propres, les composants de cette proposition qui eux aussi ont une signification, mais l'un n'a pas de signification l'autre. Et donc il faut un argument circulaire pour démontrer que la proposition ne signifie rien sans la référence ostensive à des objets, mais ceux-là n'ont pas de sens sans la proposition dans le contexte de laquelle ils se trouvent. Cette circularité était dénoncée comme une énigme par Anthony Kenny. Elle est au début du Tractatus. Elle nous avertit qu'il y aura là quelque chose d'absolument circulaire, énigmatique et sans réponse. Alors, prenons la question de l'usage. Nous comparons un premier accès à la thèse de l'usage du point de vue, alors c'est ma manière de faire aujourd'hui, du point de vue aporétique de l'analyse selon le Tractatus, l'analyse de la signification. Et un second accès à cette thèse de l'usage, il y a vraiment deux façons d'arriver à l'usage, c'est une fois débarrassé de cette croyance analytique. Je vous dis, dans le Tractatus, il y a déjà les germes d'une autocritique de la philosophie analytique. Reformulée dans les termes autocritiques d'une question laissée sans réponse et supposant une adhésion égarante à des éléments de signification. C'est ça qui est en question. Dans ces derniers termes, ce que Cora Diamond, dans l'esprit, son travail sur l'esprit, sur l'esprit réaliste, appelle la rotation d'axe, en collant au texte de Wittgenstein des recherches philosophiques, et le résultat d'une difficulté logique interne qui est clairement dénoncée du Tractatus et qu'on peut voir en germe dans le Tractatus. Mais j'aurais plutôt tendance à penser que quand il est question de rotation d'axe, Wittgenstein, la remarque 104 des recherches philosophiques, entend indiquer l'abandon, et d'ailleurs le style ne laisse pas de doute, l'abandon franc, massif, sans nuance, sans degré, de l'analyse logique des propositions, jugée à cette époque, donc de la pensée 2 de Wittgenstein, dorénavant inadéquate et ressentie même comme contraignante, mais au sens vraiment d'un très grave malaise psychologique d'oppression. Wittgenstein le dit très clairement dans ces termes, ça nous pèse, c'est pénible, ça nous met dans un état d'absence de respiration, de malaise psychologique. Un problème philosophique est d'abord un malaise psychologique, dit-il. Là, il le montre, en faveur d'une attention à l'usage. Bon, donc, abandonnons la perspective analytique qui requiert une garantie au niveau des conditions a priori de la signification. Ça, il faut l'abandonner. C'est so werden diese Worte gebraucht. Comment sont
et utiliser les mots, c'est ça qui compte, c'est un être ainsi, et ce n'est pas en fonction d'une justification par des conditions a priori. Là, abandon, mais pas continuité, c'est abandon d'un coup. Et c'est pour ça que je vois là, non pas une conclusion mûrement réfléchie à partir de tous les problèmes du Tractatus, je vois une rupture pratique comme unique solution au caractère autoréfutatoire du Tractatus, qui est agité de l'intérieur par quelque chose de confus, de pas clair, avec lequel Wittgenstein n'est déjà pas d'accord. Alors, comment c'est ou être ainsi? Pour une praxis. Il s'agit non plus alors d'un usage des signes au service d'une pensée analytique, il s'agit d'une praxis, d'un usage qui soit une véritable praxis, parce que ça n'arrive pas à l'être dans le Tractatus. Ce n'est pas une praxis dans le Tractatus. Ainsi, quand Wittgenstein dit qu'il faut que la philosophie soit une activité Tätigkeit et pas une doctrine, il dit plus qu'une activité. Il voudrait que cette activité soit une praxis, mais elle ne l'est pas dans le Tractatus. On n'y arrive pas. Alors, il faut donc se libérer d'une pseudo-théorie dont le Tractatus est, par laquelle le Tractatus est habité comme vicié au départ. Donc, pour que le langage soit une praxis. Alors, le mot praxis, on peut dire comme beaucoup que ça vient de Sraffa, intermédiaire entre Gramsci et Wittgenstein, mais Wittgenstein n'est pas du tout convaincu par l'usage du mot praxis. Il est détourné, cet usage, au profit donc d'une conception autre de l'activité de la philosophie, une activité qui est une activité de mouvement de pensée et non pas de pensée déposée. Ce n'est pas Gedanke, fini Gedanke, fini l'allégeance à Frege. C'est Denkbewegung, c'est le mouvement de l'activité de pensée. Ça, c'est une praxis. Et c'est là que Wittgenstein veut donc changer, c'est sa rotation d'axe, changer la perspective par une rupture pratique, parce qu'il n'y a aucune continuité du Tractatus aux recherches philosophiques. Là, je mets en question ma propre première lecture. Alors, de quelle nature, pourquoi il n'y a pas de continuité? Eh bien, parce qu'il y a un saut d'un seul coup. Il y a un saut de la hantise de l'objet représenté, Dargestalt, qui est donc le point de vue, je dirais, la pensée obsédante du Tractatus, c'est qu'en est-il de l'objet représenté de manière à pouvoir le connaître, le décrire, ah mais oui, mais c'est pas possible. Bon. Aux traits représentants, qui font donc ce que Wittgenstein appelle une Darstellungsweise, une manière de présenter à l'aide de signes. Et ça, c'est une formation culturelle. Donc, il y a un véritable saut de l'objet représenté au représentant. Il n'y a aucune commune mesure, il n'y a aucun pont, il n'y a aucune graduation, il n'y a aucun chemin argumentatif de l'objet représenté au signe représentant. Ça, c'est le grand saut mortel du Tractatus aux recherches. Donc, c'est ce que j'appelle la rupture pratique. Donc, les recherches ne continuent rien, si vous voulez. On repart à zéro. On repart à zéro avec cette rotation d'axe selon la traduction de Cora Diamond. D'une prédication analytique de qu'est-ce que l'objet de tel signe aux interprétants, si on nous permet d'utiliser le mot de Peirce, d'une manière de voir propre à une culture, c'est la remarque 104 des recherches philosophiques, il n'y a pas de passage argumentatif, il y a un choc et un malaise dont il faut sortir parce que sinon on suffoque. Wittgenstein le dit clairement, dans le ciel des garanties a priori pour une analyse de la signification par les éléments, on étouffe, on n'a pas d'air pour respirer. On n'a d'air pour respirer qu'à l'intérieur de nos jeux et dans ce monde-ci.
À l'extérieur, on sort de ce qui est respirable. En haut, c'est pas respirable, dit Wittgenstein, parce qu'il n'y a pas de friction, on ne rencontre rien, on ne se frotte à rien, donc il n'y a pas de choses grouillantes, parlantes, il n'y a pas de vie. Hein, le langage n'est pas vécu, c'est pas de la vie. Donc, or, le langage, c'est d'abord de la vie. Bref, le développement d'une critique de l'objet, même supposé en mode quasi, hein, parce qu'on peut prendre toutes sortes de précautions en suivant par exemple Brian McGuinness, les objets du Tractatus, c'est des quasi-objets, hein, c'est des simili-objets, bon, comme représentés. Donc on fait semblant de représenter, on sait très bien qu'on ne représente rien, qu'on ne comprend rien surtout. Ou le revirement méthodologique brusque, sous une forme de rupture, d'une praxis d'enquête désormais axée, et ça Anscombe traduit bien, sur les résultats, hein, d'une démarche tournant le dos à l'a priori des réquisites logiques au départ, paragraphe 107. Donc, on tourne le dos, et il y a une étude, bon, je n'ai pas le temps de développer, mais de Peter Hacker qui est très remarquable, citant certaines remarques de Wittgenstein sur le fait que les philosophes de l'a priori, c'est d'ailleurs gonflé de dire les choses comme ça. Au fond, ça dépend d'une culture. C'est-à-dire adhérer aux conditions a priori de quoi que ce soit, hein, penser à la possibilité a priori d'une rencontre du langage avec les faits, c'est une affaire de culture, il n'y a rien qui se justifie au fond. Rien qui se justifie. Bon, c'est gonflé parce que ça met toute une époque de la pensée en question d'un tour de main. Hein, c'est-à-dire on tourne plusieurs pages de l'histoire de la pensée d'un coup, hein, sans regarder le détail d'ailleurs. Alors, on retombe sur quelque chose qui est le point fort des recherches philosophiques, on oublie la politique parce qu'il ne s'agit pas de politique, c'est une praxis. Donc, qui repose sur un mot qui a mauvaise presse, qui est mal vu, qui vise toutes sortes de pratiques malfaisantes, même politiquement, idéologiques et tout ce qu'on veut, qui est le mot d'application, mais qui est merveilleusement réanimé par la lecture de Wittgenstein, qui prend toute sa fraîcheur de gestes applicatifs, hein, qui ressemble à ce que Valéry dit quand il dit la philosophie, au fond, c'est une affaire applicative de notation. Eh bien, il y a la même pensée chez Wittgenstein. Application logique 3.263 dans le Tractatus, ça ne marche pas. Hein. Ce que les signes échouent à exprimer, leur application le montre, à condition d'une garantie a priori qui est abandonnée par une rupture pratique. On tourne la page. Grammaticale, recherche philosophique, paragraphe 146-147, raccordé à l'usage du mot, d'une règle, hein, Verwendung, le mot pour l'application c'est Verwendung, l'application devient critère de compréhension, car comprendre et maîtriser une technique qui n'a plus rien du tout à voir avec l'aspect compréhensif qui déroulerait d'une analyse de signification par les éléments. Maîtriser une technique, ça peut s'appliquer à l'art, ça peut s'appliquer à la musique, ça peut s'appliquer à l'ingénierat, un ingénierat bien pensé, un ingénierat qu'on aimerait retrouver aujourd'hui, parce que les études d'ingénieurs sont faussées, hein. Il y a une histoire de l'ingénierat qui nous a fait perdre de vue le sens de la planification sociale à des époques de crise. Alors, ma réponse ici marque donc une préférence pour la rupture pratique. On ne passe pas continuellement par voie argumentative du statut du représenté au statut de représentant. Ça, c'est une question philosophique. Il y a deux compréhensions, donc sans commune mesure, analytique, mise en échec, puis deux, selon le critère de l'application. Et là, on a affaire à une vraie praxis. Et là, la philosophie ainsi comprise réussit
à être une activité féconde, féconde. Il en résulte des actions. Voilà, de comprendre en ce sens. Alors, donc, tout cela veut dire qu'il faut abandonner l'espoir d'une sémantique de la relation du nom à l'objet. Elle est sans réponse. Il faut l'abandonner. Il faut tourner le dos à ça. Et en revanche, comprendre qu'il n'y a pas de signification sans Mittel der Darstellung, sans milieu de jeu de représentation à l'aide de représentants, abandonnant l'idée d'un objet représenté, Muster ou instrument de représentation à l'usage, donc un usage praxis, dans un jeu de langage, oui. Et là, il s'agit d'un modèle grammatical. On ne change pas de théorie, c'est mon point de vue, mûri, je crois, on ne change pas de théorie pour une autre meilleure. Ce n'est pas vrai. On cesse d'appliquer, de l'appliquer, c'est-à-dire d'appliquer la théorie. Il n'y a pas de solution de continuité du modèle de l'idée, par exemple, norme de l'usage, au réel auquel s'appliquent des règles d'usage du symbolisme. Des modèles construits, ad hoc, hein, c'est la vision musilienne, si vous voulez, de l'ingénieur, ou boltzmannienne. Les modèles ont à se plier au réel et non pas l'inverse. L'esprit d'ingénieur de Wittgenstein indique l'absence de continuité théorique d'un sens de modèle à l'autre sens. C'est même la même rupture que la rupture pratique entre le Tractatus et les recherches philosophiques. Il n'y a pas de continuité, il n'y a aucun passage argumentatif, il n'y a rien à comprendre, si vous voulez, du modèle à la Platon, hein, qui contiendrait toutes ces applications d'avance comme une pelote continuant, qu'on dévide, et alors on dévide tout ce qui se laisse dévider à partir de la pelote, hein, ça c'est l'image qu'il s'oppose à lui-même de la possibilité logique, il n'y a rien à en attendre, hein. Il faut construire des modèles ad hoc, hein, c'est l'utopie, si vous voulez, ad hoc qu'on trouve dans la planification sociale chez Neurath. Ce n'est pas l'utopie platonicienne, évidemment. C'est une façon de procéder à la construction de modèles pour qu'ils se plient au réel et non pas l'inverse. On ne passe pas donc continuellement d'une question qui n'a pas lieu d'être à un geste applicatif dans le seul cadre technico-pratique de résultats produits pas à pas, sans arrière-plan de compréhension. Alors, le Tractatus me paraît être, dans cette façon de comprendre, l'impasse, la voie de l'impasse de la question sans réponse. D'où son caractère sceptique, autoréfutatoire, associé à Sextus Empiricus. Reprenons donc la question que j'appellerais lancinante. Elle est lancinante parce que cette question, bien qu'elle rupture pratique, court tout au long, elle roule tout au long des écrits de Wittgenstein, elle se déverse vers le cercle de Vienne, elle revient sans arrêt, elle est lancinante. Comment former des sens nouveaux à partir... Ah, zut, je suis très très loin d'avoir tout dit en 5 minutes. Comment on va faire? Nous essayons de le faire et si Zoom... On verra. Bien. D'accord. Alors, comment donc comment former des sens nouveaux à partir d'anciens? C'est une question toute bête qui se pose sur l'usage que Wittgenstein pose de tout le temps et que le cercle de Vienne fera sienne en modifiant bien sûr l'attente et en rejetant l'enseignement de Wittgenstein. Il essaiera de répondre mieux que Wittgenstein à la même question lancinante. Comprendre sans avoir à expliquer le comment de la signification. C'est ce que suppose produire de nouvelles significations avec des signes usés. Dans le procès de l'élucidation,
il y a une question qui n'est jamais comprise. Je pars toujours de choses qui, finalement, à la relecture, me résistent. Il y a d'une part les propositions qui élucident, disons élucidantes, à l'actif, participe actif. Et puis deux, on voudrait quand même, à l'autre bout, arriver, si possible, à des propositions élucidées. Bon. Et que veut dire Clark Verden en 412 du Tractatus ou 3.263? Eh bien non, on pourra chercher tant qu'on veut. Dans le Wittgenstein, il n'y a pas, dans le Tractatus, pardon, il n'y a pas place pour des propositions enfin ultimement élucidées. Il n'y a pas. Cela a des conséquences, notamment le caractère sans réponse de la question qui conduira à abandonner cette voie de l'élucidation par une rupture pratique sans continuité. Quel est au fond le différent avec Wittgenstein que le Cercle de Vienne ne nomme pas dans son manifeste? Précisément celui-là. Il n'y a pas de proposition élucidée. Parce qu'avec le point de vue mystique de Wittgenstein, ce n'est pas possible d'en attendre. Et c'est comme ça que l'entend le Cercle de Vienne. C'est à cause du mystique. Mais pas du tout. C'est pas à cause du mystique. Il n'y a pas de proposition élucidée parce que l'activité élucidante recouvre, enveloppe l'élucidé auquel on ne s'arrête jamais. Il y a une hypertrophie de l'activité élucidante sur l'élucidé qui avale l'élucidé et qui fait que on n'arrive pas au terme de l'analyse dans le Tractatus. Alors, je passe sur Neurath, je passe sur Carnap, je passe. Et je vais directement à ceci qui me paraît de plus en plus, je dirais, grave. Hein. Pourquoi on ne se questionne pas sur le sens de Clark Verden? Est-ce que c'est les pensées qui sont élucidées enfin, ou est-ce que c'est l'élucidation, faire clair au niveau des pensées, mais comment? À l'actif, au passif, ça reste quand même équivoque. Hein. Eh bien, c'est que je pense pour Wittgenstein, l'élucidation est irrésistiblement active dans le langage, sans en sortir jamais, et jamais positivement résorbée dans un geste d'ostension. C'est l'échec du Tractatus de ne pas réussir à connaître les objets à partir des Urzeichen, à partir des signes élémentaires. On n'y arrive pas. C'est le symptôme du Tractatus, en quelque sorte. C'est l'expérience faite de l'élucidation avec une philosophie qui n'arrive pas à être véritablement une praxis. Les énoncés d'élucidation sont élucidants, jamais élucidés. On ne peut jamais se reposer, enfin, sur le sol d'un énoncé concret, synthétiquement parlant. Et ça, le Cercle de Vienne le regrette. Hein. Le rapport à la chose ou à l'objet, à quoi renverrait un signe ostentif, n'est jamais atteint. Hein. Wittgenstein est un mauvais empiriste, n'est pas un empiriste. Hein. Ça, c'était une critique, ce que se faisait le Cercle de Vienne, tu es un vilain empiriste, où tu n'arrives pas à être empiriste. Wittgenstein, lui, il fait partie des mauvais empiristes. Il a montré un très bel exemple, hein, il a déclaré très importante la méthode d'élucidation, mais on ne peut pas tenir les deux. Hein. Ou bien on croit à l'élucidation, ou bien on tient à l'empirisme, on ne peut pas faire les deux. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas dans le Tractatus. C'est ce trait propre à Wittgenstein, à savoir, comme dans la leçon du thé et tête de Platon, le fait qu'aucun nom ne renvoie à un objet élémentaire, descriptible ou connaissable. Bon, Tractatus, c'est la leçon du Tractatus dès le début, hein, et aussi, dans un tout autre style, après rupture pratique, la remarque 46 des recherches philosophiques, qui constituent l'obstacle profond à la traduction logique et à la réversibilité des langages et des phrases qui s'offrent alors selon un principe de tolérance dont que Carnap fera sien.
On atteint ainsi à ce que Gargani a appelé, je pense justement, l'analyse sans fin, hein, en rapprochant donc le propos de Thomas Bernhard de Wittgenstein, dont la grammaire philosophique va sortir. Et Kreisel, le mathématicien, disait même que la grammaire s'infinitisait ostensiblement, et même on pourrait dire de façon sonore, après les années 30. L'analyse, enfin, l'élucidant emporte l'élucidé dans ses mailles sans rémission, et c'est le sens de l'activité devant laquelle la doctrine échoue à s'arrêter quelque part. Il n'y a pas de principe d'arrêt dans Tractatus, ça manque. Pas de principe d'arrêt, et donc pas de fondement de la connaissance. Pas dans le Tractatus. Le silence n'est pas à rapporter à un silence des choses devant le couperet de l'élucidation, chose qu'on a envie de penser. Hein. L'élucidation prend toujours le dessus sur l'élucidé. Il est une vague. Hein. L'activité emporte tout en elle. La grammaire est un raz-de-marée qui ignore les garde-côtes de la logique, qui ignorera après le Tractatus. Ce point de vue rejoint paradoxalement la leçon du bateau de Neurath. Toucher la réalité sans pointer vers elle. La question de l'objet représenté. Wittgenstein s'en explique le 22 décembre 1929. Conversation chez Schlick. Le point vise Russell. Ce dont doute alors Wittgenstein est le rapport entre éléments et réalité un à un. Ça, il ne peut pas supporter, Wittgenstein. À la fois, il faut bien que le chemin de la vérification n'aille pas à l'infini, que des propositions indiquent la réalité, mais cette indication n'est pas une référence. On peut bien supposer des propositions élémentaires si l'on admet que le langage a un sens, mais on ne peut pas les connaître. Le sens des énoncés est déterminé, mais en dehors de toute connaissance possible d'une référence à éléments. Wittgenstein trouvera un langage qui est une sorte de rhétorique du geste. Il dira, le geste, c'est comme une forme dans un langage. Hein. Faire un geste, c'est une forme dans un langage, comme dans la musique. Hein. C'est exactement la même comparaison, ce qu'il dit sur la musique à propos de faire un geste quand on comprend qu'on fait un geste pour comprendre et qu'on fait sien le geste de l'œuvre. Hein. C'est tout à fait le même propos. Par les propositions élémentaires, le langage touche la réalité. Mais qu'est-ce que c'est toucher la réalité? Hein? Non seulement leur structure n'a aucune ressemblance avec celle du monde, mais les signes primitifs sont ceux grâce auxquels tous les autres signes se laissent comprendre et ils restent comme tels, un à un, inanalysables. Et toucher, c'est une belle façon, une rhétorique, pour éviter de prononcer le mot connaître. C'est une rhétorique, façon de s'écarter d'un langage trop compromettant du point de vue analytique. C'est une expression étonnante pour un empêchement. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'énoncé pris un à un, ni de signe pour une connaissance par un hinweisende Erklärung. Un se montrer n'implique aucun montrer quelque chose du doigt. Enfin, pas du tout la même signification. Il n'y a qu'une procédure interne d'application ou apposition d'une totalité ou système à une totalité ou système. Rien ne se laisse analyser. Ainsi, un système propositionnel après 29 est comme une règle graduée appliquée sur la réalité. Appliquer, c'est appliquer, dit Wittgenstein, toutes les graduations en même temps. Ainsi les couleurs, 25 décembre 1929. C'est une question, dit-il, d'échelle entière. Et dans cette conversation de 29, Wittgenstein reprend la distinction entre syntaxe, le que, das, et le comment, vie. Ces développements développent des propositions du Tractatus de 1512, mais pour débaucher, cette fois, maintenant qu'on a en main la praxis,
hein, de la bonne activité que doit être la philosophie sur la notion holiste de système et d'application de la règle à mesurer. Les propositions élémentaires ne sont pas indépendantes, contrairement à ce qui a été affirmé dans le Tractatus, et il faut bien sûr renvoyer à l'autocritique de l'explication ostensive à laquelle Wittgenstein a cru dans le Tractatus et qu'il se reproche d'avoir posé. Antonia, pardonnez-moi, Oui. mais il faut finir. Il faut arriver à la conclusion. Alors, je vais essayer d'aller à la conclusion. Alors, conclusion, donc, ce que je veux mettre en évidence, c'est donc pourquoi l'exemple musical de cette affaire d'essayer de scruter quelque chose qui est inexplicable, qui est un tissage. D'ailleurs, c'est l'image de Humboldt hein, pour la signification dans le langage, c'est verwebt, hein, ce qui est tissé, et qui ne se laisse pas désintriquer de façon analytique. Comprendre le sens d'une proposition sans qu'on nous l'explique laisse place à l'inexplicabilité par les signes et leurs agencements. La médiation par les signes n'en est pas une pour comprendre le sens. On ne travaille pas à partir des signes élémentaires. Donc, pas de compréhension analytique par les éléments ou les signes pour des choses représentées par des signes. Un exemple musical, si je plaque un accord de septième dominante, je peux bien indiquer l'accord qui en résulte et les tons et les degrés qui caractérisent l'accord. Je ne fais pas comprendre l'accord de septième dominante du point de vue de son sens harmonique. La connaissance du solfège ne suffit pas, ne donne aucun accès à l'harmonie du point de vue auditif, hein, mais il n'y a pas, dit Wittgenstein dans le Big TypeScript en 1933, il n'y a pas davantage de méta-harmonie. Autrement dit, il n'y a pas de niveau formel en méta, position méta, auquel il faut que je me place hein, pour comprendre la septième dominante du point de vue, donc, si vous voulez, de sa structure élémentaire. Il n'y a ni méta-harmonie, ni élément. Donc, on se trouve dans un comprendre qui est un processus très difficile, hein, de caractère oh là, j'ai un problème de batterie. Bon. Alors, ce qui me frappe, c'est que quand Wittgenstein dit « nous pouvons comprendre le sens d'un signe propositionnel sans qu'il nous soit expliqué », il le dit en 4.014, il le dit en 4.02. Entre 4.014 jusqu'à 4.02, il n'est question que de musique. Et 4.02 ponctue une série de propositions qui s'attachent à la musique hein, en tant qu'elle est le meilleur exemple de l'irreprésentabilité de la relation entre représentant et représenté. Sauf similarité interne, hein, comme on a vu. Donc la musique dans le Tractatus rend compte du fait que la possibilité de nos modes Bildhaftigkeit, de nos manières d'exprimer, repose sur la logique de la dépiction. La musique illustre cette possibilité. Les propositions qui précèdent expliquent cela par la similarité interne, par exemple, une loi de projection responsable de l'isomorphisme entre les formes projetées. Tout cela tient très bien, hein, tant qu'on croit à la similarité interne. Ensuite, à partir de 529, Wittgenstein demande autre chose. Il voudrait comprendre une phrase musicale et il s'agirait pourtant de renoncer à quelque chose qui fait loi dans le Tractatus, qui est la traductibilité stricte par substitution d'une phrase dans l'autre, sur quoi reposent d'ailleurs les propositions du Tractatus. L'analogie entre langage et musique ne se situe pas par rapport à ces deux sortes d'articulation, hein, mais
Ce qui est intéressant dès lors, dans la seconde philosophie, c'est comment ça marche l'expressivité des phrases. Ça, c'est intraduisible analytiquement, mais la comparaison continue d'avoir une certaine importance. D'accord, la signification, l'expressivité contribue à comprendre non pas quelque chose de commun à deux phrases exprimant le motif, mais à des traits d'air de famille de l'ordre de l'expressibilité entre phrases, d'où le recours à des aspects auditifs des phrases. Et d'ailleurs, c'est tout à fait le sens de ce que Wittgenstein indique à un moment donné des recherches philosophiques, so phrasiert, so betont, so gehört. Et cela marque la manière d'effectuer la transition d'un premier d'une série au suivant. Et ce sont des aspects musicalement traités qui valent pour l'intonation du langage. Donc, l'exemple en 535 est bien musical, et la suite indique bien le sens musical de la compréhension comme saisie auditive d'aspect au sens expressif, au sens d'une expressivité du langage, des sons de la langue, qui n'a plus rien à voir avec la garantie a priori, par similarité interne, de ce qui est traductible d'une langue dans une autre, d'une phrase dans un autre, qui est tout simplement du Carnap, si vous voulez, dans le Tractatus, mais Carnap s'y retrouvera nettement plus tard, mais très inconfortablement. Wittgenstein, il est vraiment